Bonjour à tous, bienvenue à cette journée anniversaire des 10 ans du Forum métropolitain du Grand Paris, qui s'appelait Paris Métropole et qui a changé d'appellation il y a quelques années. Bonjour monsieur. Nous allons commencer dans quelques instants, en présence de Christian Blanc, qui fut à l'origine de pas mal de choses au secrétariat d'État pour le développement de la région capitale et qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être présent dès ce matin. 4 tables rondes, un dessinateur qui nous permettra des respirations, un hashtag qui est là, hashtag 10 ans Grand Paris, pour ceux qui savent comment ça marche, pour tweeter. Et tout de suite, donc, en introduction de cette table ronde qui va essayer de brosser des perspectives internationales, nous avons la chance d'avoir plusieurs intervenants que je vous présenterai dans un instant, internationaux, avec 2 thèmes principaux, comment concilier efficacité et proximité dans la gouvernance des métropoles. C'est donc des questions à la fois d'échelle et aussi comment se résout la contradiction entre la nécessaire attractivité de ces mégalopoles et leur obligation de veiller à l'inclusion sociale. Voilà, inclusion sociale, Monsieur Brauzek, un thème qui vous est cher, et donc sans doute vous allez nous parler en introduction, puisque vous défendez, je crois vous avoir entendu défendre des métropoles qui ne soient pas en forme de sablier, notamment. Ça vous dit rien, une métropole sablier? Sablier, non. Non. C'est-à-dire totalement déséquilibré, avec des riches, des très très riches, vous voyez un sablier, des très très riches tout en haut, et puis des très très pauvres tout en bas, et puis au milieu, pas grand-chose. C'est ça la métropole sablier. Je ne crois pas que ce soit celle que vous souhaitez. Non. D'abord, bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Excusez-moi du retard, c'était un peu compliqué pour venir jusque-là. Oui, l'enjeu qui n'est pas propre à celle du Grand Paris, l'enjeu de toutes les métropoles, c'est comment réussir à concilier un développement, j'ai beaucoup de mal encore avec le mot attractivité, mais en tout cas un dynamisme permettant de créer des richesses et de faire en sorte que les populations les plus modestes, voire les plus pauvres, ne soient pas chassées de ces métropoles dynamiques. C'est, quand je disais que c'est un enjeu qui n'était pas propre à la métropole du Grand Paris, il y a aujourd'hui, dans l'ensemble du monde, pour travailler un peu avec cités et gouvernements locaux unis sur ces thématiques d'inclusion sociale, c'est un défi que doit relever l'ensemble des métropoles et même des mégalopoles. Et de plus en plus, des métropoles qui s'étaient constituées sous la forme de grandes entités, tenant assez peu compte finalement des particularités ou des spécificités de chacun de ces territoires, commencent à réfléchir sur la façon dont elles pourraient décentraliser, se polycentrer, si je peux me permettre cette expression, en tout cas de tenir compte finalement des histoires, des cultures, des particularités de chacun de ces territoires. Comme on est en train de la construire, cette métropole du Grand Paris, on peut éviter de tomber dans les travers que d'autres métropoles avant nous ont connus et sur lesquels ils sont en train de travailler pour les corriger. C'est le cas d'une grande métropole comme Mexico et comme bien d'autres aujourd'hui, et même des métropoles européennes comme Madrid et Barcelone font le même travail. Alors vous le savez, on est attentif, on était il y a quelque temps les présidents de territoire auditionnés par un certain nombre de sénateurs sur cette métropole du Grand Paris, et pour ma part j'ai dit que la plus grande crainte en fait des habitants de nos territoires était de pouvoir continuer à habiter dans la métropole du Grand Paris dans 10 ans. Les phénomènes de gentrification, les phénomènes de spéculation immobilière et foncière sont aujourd'hui des travers qui empêchent cette mixité et qui vont, comme vous l'avez avec cette métropole sablier que vous évoquez.
Donc c'est effectivement un enjeu particulier pour nous, et je pense que la question de la gouvernance institutionnelle n'est pas neutre dans cette histoire. Donc ça sera peut-être sans doute à y travailler. Je ne crois pas, par exemple, que l'élection d'un président de la métropole du Grand Paris au suffrage direct réponde à la question, aux questions de polycentralité que j'évoquais. Je ne pense pas qu'on puisse considérer que cette métropole du Grand Paris telle qu'elle existe aujourd'hui, et que d'aucuns, et on peut peut-être effectivement considérer que c'est juste, considère que c'est la métropole des maires, soit une véritable métropole des maires. Je ne crois pas qu'on parle de la même façon quand on est maire d'une commune de 1500 habitants ou d'une ville comme Paris avec ses plus de 2 millions d'habitants. Cette intercommunalité-là, elle est factice. Et pour notre part, on défend effectivement à la fois la proximité et puis des solidarités territoriales qui permettent de dépasser les égoïsmes locaux. C'est ce dont on s'est employé à Pleine Commune pendant 20 ans. C'est ce qu'ont fait aussi d'autres territoires, enfin d'autres communautés d'agglomération, quand elles s'appelaient encore communautés d'agglomération, je pense à Est Ensemble ou à Grand Paris Sud-Ouest, GPSO. Et c'est peut-être tout l'enjeu qu'il y a aujourd'hui, développer effectivement des dynamiques territoriales. Et puis que la métropole du Grand Paris soit une sorte de fédération, en tout cas c'est ce qu'on défend. Une fédération de l'ensemble de ces territoires qui devrait se constituer sur ce que j'ai défendu pendant des années, que je continue à défendre, c'est-à-dire coopérative des villes, pour que les communes continuent à pouvoir exercer leurs prérogatives sur leur politique locale et qu'elles soient plus proches des demandes des habitants. Voilà, je pense, que tout l'enjeu entre cette métropole, si ce n'est attractive, en tout cas dynamique, et une métropole d'inclusion qui permette aux populations les plus modestes de pouvoir continuer à y vivre. Mais rassurez-nous quand même, parce qu'entre le moment, il y a 4 ou 5 ans où vous présidiez Paris Métropole et où vous promouviez cette... Oui, il y a plus de 4-5 ans. Il y a plus de 4-5 ans. Ouais. Et aujourd'hui, il s'est passé quand même des choses. On ne repart pas à zéro, on ne repart pas à il y a 6 ou 7 ans. On ne repart pas à zéro, mais il faut corriger, je pense, les erreurs qui ont été faites avec les lois MAPAM et les lois NOTRe. Merci beaucoup. Alors, je vais vous présenter tout de suite les intervenants. Fouad Aouada, vous dirigez l'Institut Paris Région, on ne dit plus IAU. Jacqueline Bellhomme, vous êtes la maire de Malakoff. Moses Gates, vous êtes vice-président du Regional Plan Association du Greater New York. Et Greg Clark, vous n'êtes pas professeur d'histoire économique à la London School of Economics and Political Science. Vous ne l'êtes plus, puisque vous êtes consultant senior, Ville du Futur et Nouvelle Industrie d'HSBC. Catherine Barbet, tout le monde vous connaît, c'est pour ça que je vous oubliais. Vous êtes directrice des partenariats stratégiques de la Société du Grand Paris, sans laquelle rien ne serait possible. Et Fouad, c'est à vous qu'il revient d'introduire finalement cette table ronde. Et ça tombe bien, puisque comme un fait exprès, vous venez de publier, il est en diffusion à l'accueil, une somme de benchmark sur les métropoles qui aborde y compris ces questions d'échelle. Vous allez nous en parler. Vous me disiez en préparant cette matinée que la France se caractérise toujours par la puissance du pouvoir des maires. Oui, alors nous venons de publier ce cahier, il y en a un par an désormais, qui est un panorama extrêmement dense qui parcourt les métropoles à travers la planète et qui montre les expériences réussies en matière de transition d'un univers à l'autre et également des pistes pour demain. En réalité, c'est un pur hasard de calendrier. Mais ce hasard de calendrier me permet de dire que les premiers pas du Forum métropolitain, de Paris Métropole, avaient commencé aussi par du benchmark international, puisqu'on s'était intéressé à l'époque à la Ruhr, à Hambourg, et ça a été très inspirant dans le démarrage de Paris Métropole. Alors, sur le sujet qui nous intéresse, d'abord, qu'est-ce que nous apprend ce travail qui a duré plus d'1 an ? La première chose qu'il nous apprend, c'est d'abord à quoi sert un pouvoir métropolitain. Puisque on sait
maintenant que depuis la vague de désindustrialisation, on a connu les 30 glorieuses, puis il y a eu une période extrêmement douloureuse de désindustrialisation, 25 ans durant lesquels il a fallu traiter les quartiers, les friches, etc. Et ce qui se passe depuis 20 ans, depuis l'an 2000, c'est la métropolisation, c'est-à-dire un nouvel essor des métropoles, et en particulier du cœur des métropoles. Un essor fulgurant. Regardez les chiffres d'emploi qui viennent de s'afficher, regardez le tourisme, regardez la manière dont le numérique est en train de transformer totalement l'économie, et les villes sont en première ligne pour cette transformation. Donc elles sont gagnantes aujourd'hui, et elles sont en plein essor. Mais le revers de cette médaille, c'est quoi? C'est la montée des prix immobiliers. Multiplication par 3 des prix à l'intérieur de Paris, enfin dans l'hypercentre, pas uniquement Paris, en 20 ans. C'est la ségrégation spatiale donc, qui vient avec. C'est une pression extraordinaire sur les réseaux de mobilité, de transport. Chacun qui prend le métro, le RER, voit à quel point c'est important, parce que l'attractivité est extrêmement puissante. Et donc, les autorités qui doivent gérer ça à un niveau métropolitain doivent non seulement organiser les transformations de l'économie avec la transition numérique, mais elles doivent aussi lutter contre pour une ville plus inclusive, pour une métropole plus inclusive, et elles doivent gérer les éléments de contexte plus planétaires et géopolitiques que sont le dérèglement climatique et les migrations. Donc vous voyez bien que le rôle des pouvoirs métropolitains est un rôle de régulation et de correction. L'essor, lui, économique, il est en route. Je veux dire, c'est pas en renfort. Et ce qu'on peut penser, c'est qu'en donnant la priorité au développement économique des villes, on n'a fait qu'accentuer dans la vision l'effet, disons, voilà, il faut que les élites ou les villes aillent plus loin encore, et on n'a pas pensé à beaucoup au reste. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on apprend, c'est que cette articulation entre pouvoir local et pouvoir métropolitain change beaucoup à travers le monde. Ce qu'on peut regretter pour Paris, puisque Paris, 2 millions d'habitants au milieu de 1200 communes, c'est qu'on ait raté le coche historiquement, enfin ça ne sert à rien de regretter, d'étendre Paris au fur et à mesure que l'urbanisation s'accroissait. On aurait pu y penser. Moscou l'a fait, Pékin l'a fait, d'autres villes l'ont fait, même à une certaine époque, New York, c'est une ville de 8 millions d'habitants. Bon, évidemment, ça déborde un peu à New York, ça déborde un peu dans l'autorité du Grand Londres, mais pousser les limites administratives aurait pu être une solution pour créer un pouvoir métropolitain. Mais on ne l'a pas fait. La deuxième chose, c'est que dans la plupart des métropoles du monde, on est très différent ici parce qu'il y a la prégnance du public. Dans la plupart des pays du monde, c'est plutôt le contrat avec le privé qui fabrique la ville, qui fabrique même les réseaux de transport, etc. Et puis, l'autre différence, c'est la prégnance du local, c'est-à-dire que la commune, en France, est le lieu privilégié du rapport à l'habitant et du pouvoir. Et les communes françaises ont de l'argent comparé aux communes qui existent ailleurs. Et enfin, la petite taille des communes, puisque en fait, il y a des communes qui sont beaucoup plus étendues ailleurs, même si elles ne couvrent pas la totalité des métropoles. Donc tout ça vous donne une image de nos difficultés, qui est à la fois sur la mission que doit avoir un pouvoir métropolitain, sur l'importance de sauvegarder absolument la proximité des maires avec leurs habitants, mais sur le fait que aussi nous avons depuis longtemps une tradition d'intercommunalité pour mutualiser des services, pas pour faire émerger des pouvoirs métropolitains. C'est nouveau ça. On dit, tiens, l'intercommunalité va faire émerger un pouvoir capable de régler les problèmes de la métropole. Ce n'est pas le cas ailleurs. Je pense que la réunion informelle qu'il y a à New York ressemble plus au forum qu'à une expérience d'intercommunalité structurée.
On va parler de New York dans quelques instants. Mais vous dites donc dans cet ouvrage, vous constatez que le pouvoir, si on peut résumer les choses comme ça, est proportionnel à la taille quand même des métropoles. Vous semblez dire que voilà, les grandes métropoles sont plus puissantes parce que c'est la question de l'échelle. Et puis vous citez aussi des métropoles, contrairement à ce que disait, qui s'opposent à ce que disait M. Braouzek à l'instant, où le président est élu au suffrage universel direct, façon 5e République, celle de Tokyo par exemple, avec un pouvoir fort d'un président élu par 14 millions de Tokyoïtes par exemple. Oui, mais là, il s'agit d'une élection au suffrage universel direct de l'autorité métropolitaine qui est relativement distincte de l'autorité municipale. C'est-à-dire que l'autorité métropolitaine à Tokyo, c'est Madame la gouverneure de Tokyo, 14 millions d'habitants, élue au suffrage universel direct sur 4 ans. Mais c'est un conseil qui ressemble à un conseil régional, si vous voulez. Et donc, mais c'est vrai que son élection directe au suffrage universel lui donne une légitimité qui en fait la personne qui a le dernier mot à dire sur s'il faut développer le réseau de ferré à tel endroit, s'il faut vraiment créer une nouvelle taxe sur les voitures qui entrent dans Tokyo, centre, etc. Donc elle a des pouvoirs réels, mais elle est en dehors, c'est-à-dire que c'est un peu le système de l'ouvrier qui avait placé la région. À Londres, où le maire a un peu moins de pouvoir, mais c'est aussi une élection d'une autorité qui n'est pas articulée avec les bourreaux, qui doit dialoguer avec eux, mais qui est en dehors. À New York, c'est une mairie. À Paris, c'est une mairie, avec ses arrondissements, donc, mais qui est, si Paris était une métropole, ce serait un fonctionnement extrêmement centralisé avec au sommet une autorité. Mais vous voyez que la légitimité par le suffrage universel peut donner un pouvoir mais on n'a pas de cas où une autorité, je vous l'ai dit, une autorité métropolitaine est issue d'une réunion des maires. Ça, je ne pense pas que ça existe, mais bon. Un mot sur Londres. Vous me disiez Londres, comme Paris, voit l'autorité métropolitaine moins étendue que la zone dense. Enfin. Non, ce qui s'est produit en 1960, on a eu 2 démarches parallèles, à Londres et à Paris. À Londres, il y a eu la création du Grand Londres, de l'autorité du Grand Londres, mais avec un débat politique qui a conduit à limiter le Grand Londres à la ceinture verte, ce qu'ils appelaient la ceinture verte du Grand Londres. Décision politique de dire c'est ça. En Île-de-France, on avait déjà des départements qu'on a découpés et on a vu plus large, c'est-à-dire de l'ouvrier, il a vu plus large et a créé la région Île-de-France. Ce sont 2 autorités qui se ressemblent par certains côtés. Aujourd'hui, le Grand Londres a des difficultés parce que ses limites sont trop petites et ça déborde de partout. Donc il faut bien que quelqu'un gère l'extérieur. Ça rappelle d'ailleurs un débat très francilien sur et le périurbain et la grande couronne. C'est quoi comment on traite ça? Est-ce que vraiment c'est du ruissellement ou est-ce qu'il y a une articulation métropolitaine à la bonne échelle? C'est la question qui est posée. Très bien, merci infiniment. Donc on en parlait, Moses Gates, vous êtes vice-président de la Region Plan Association du Greater New York. C'est un peu, je pense, l'équivalent d'un institut d'urbanisme, mais je crois que c'est financé par des capitaux privés, j'allais dire peu importe. Et vous me disiez, je signale d'ailleurs que Moses Gates étant anglophone, qu'il y a des casques pour la traduction, il suffit de les demander, on vous les distribuera. Vous me disiez, Moses Gates, avec beaucoup d'humilité et de modestie, que si New York est toujours placé sur un piédestal grâce à Scorsese et aux autres, en termes de gouvernance, ce n'est pas du tout idéal. Pardon me. No, not at all. Thank you for having me. I'm sorry I cannot address folks in French. Thank you to the translation. Yes, don't look up to New York. We have probably the worst example of regional governance of any large city in the world. We have 783 separate municipalities which each control their own land use over 3 states, which each state is a very strong type of government.
And we don't really have any federal support. We're not the capital. We're maybe 8% of the population of the United States, and less than that if you think of actual representation, political representation. So as a result, we struggle not just with the challenges of the future, but with basic regional planning principles, most notably the connection between residences, jobs, and transportation. Because at the end of the day, a regional government is getting, you know, their basic thing you have to do is get people from their homes to their jobs in a certain way. And I'll give you two examples of this disconnect. The first disconnect is the land use system in New Jersey across the river from New York is very different from the land use system in New York State. As a result, all of the apartments are being built in New Jersey. But because of the trend of jobs coming into central global cities, all of the jobs are in New York City. They're not so far apart, a few miles. It shouldn't be a big deal, but yet there is a river in between these two places, and we are unable to even maintain the existing rail tunnel, much less build any new rail tunnels, because of this fractured coordination, because of this lack of support from the federal government. Instead, we've managed to build a new rail connection to Long Island, which mainly benefits the New York City suburbs, which 67 of the rail stations in that area preclude building any type of multifamily housing near the train station. But yet we've invested, I believe it's almost $25 billion at this point, in improving transportation for this area. Because again, it's just an easier thing to do with the coordination. It's all in one state, it's all controlled by one transportation authority. And so that's kind of the direction we went. We are at the point where we do have to build more transportation because we're woefully behind any type of needed infrastructure investment. But this inability to coordinate officially kind of leads to a very, I would say, fractured and irrational kind of regional governance. Interestingly, it does give an opportunity for organizations like ours. We're a completely non-governmental, completely non-profit institution, but because we have no strong regional governance, we need to coordinate informally. And that is the only way to get anything done or build any political support or civic will or do anything. And that's where kind of organizations like ours come in that are not government sponsored but are able to play a little bit more of a coordinating role, able to vision investments in infrastructure, land use changes and things like that for the future. And you have to take a softer touch, and what it does is it gives the region a little bit more knowledge, I would say, and a little bit more skills in how to have that softer touch in coordination. The kicker, though, is that this choice is going to be made for us through climate change and through sea level rise, where we are going to have to learn to actually deal with regional governance quickly because the sea does not care that 783 different municipalities, political jurisdictions exist in the New York City region. We are, at the end of the day, a marshy river delta. That is what New York is. Like Lagos, like Mumbai, that is the geography of New York. And marshy river deltas are not going to do well in the era of climate change and sea level rise. Right now, in one municipality, we have 9 different political entities that control the ocean to about 30 feet behind the land. We have the federal agency in charge of the ocean, a state agency in charge of the water nearer to the land, the people who maintain the bulkheads, the people in charge of the beach, the people in charge of the road next to the beach, the private owner of the house on the beach or a house across the road next to the beach. And all of these different entities are going to need to coordinate as one if they are not going to be underwater in the future. So that's the hope, I think, for regional governance, is that we do it out of emergency. It's a little bit sad and a very frightening possibility for the future, but it's kind of where we see it going.
Le président Braouzek parlait des risques et des réalités de la gentrification. Quelle tentative, quelle politique de régulation est menée quelle énergie est menée à New York pour essayer de réguler, notamment, je pense au prix du logement. Ma cousine qui y vit me disait que les loyers sont 2,5 fois supérieurs à ceux de Paris, qui sont déjà relativement élevés. Again, it's an extremely fractured system, and I'm going to spare you the details of our rent regulation policies in New York State, which were recently strengthened this summer. But we have a large amount of social housing. For the United States, we have a large amount of social housing, about 5 or 6% of New York City's housing stock. We have another large amount of nonprofit, not quite publicly owned housing, but regulated nonprofit housing. We have rent controls, but only in older buildings and larger older buildings. So it is all very kind of diffuse, and a lot of it is based on luck and tenure in terms of housing situations. Our main but this is all due to a housing emergency, and the housing emergency stems from not building enough housing, and not building enough housing stems from having no authority over encouraging development at a higher level. The land use is almost entirely controlled at the local level, and even in New York City, a particular city council person will have almost total control over development and zoning in their district. So as a result, you run into a classic problem that I think many places run into. When Greater Paris tells me that not only do you have housing production targets, but you have housing production targets that are restricted to a certain amount of area in order to encourage dense development, it's amazing to us in New York. It's light years ahead of where we are. We're not even able to encourage multifamily, or we can encourage, but we're not able to require any type of multifamily zoning near train stations, for instance. So that, and it's very irrational. We have express subway stops where we only allow single-family homes in New York. So at the root of it, we have a problem with production, and then we have a problem producing the type of housing that would be for the middle class or all but the extremely rich. It's more and more the high end of the housing market is not bringing economic activity or tax revenue with it, which I think is a problem that Paris also has and many world cities have. The more expensive homes are increasingly, owned by people who are not living in New York City and not paying local New York City income tax, not contributing to the economic life, not necessarily coming, to start a company, to bring jobs, to do things like that, but instead, they're as essentially a passive investment vehicle or a trophy home. So I think that, encouraging growth and capital to come to New York is one thing through the housing market and through building that kind of housing, but we have to encourage it to be put to use and not just to be a passive kind of thing. Merci infiniment. Merci beaucoup. Greg Clark, donc vous êtes chargé de la Smart City, la ville du futur à HSBC. Vous allez nous parler de l'essor des méga-régions, des mégalopoles, et nous parler aussi de l'importance que vous constatez au partenariat public-privé, au rôle du privé, y compris pour des politiques d'intérêt général et d'intérêt public. Well, firstly, good morning. Thank you very much for the invitation to be here. I also apologize that I can't speak to you in French. My French competence is not enough, but I'll aim to try to speak very clearly in English. Firstly, I dreamed as a boy I would one day be on the stage of the Casino de Paris, and here we are, so I'm so happy, a dream come true. And I've spent 20 years of my career working in Greater London,
including being executive director of the London Development Agency, and then another 15 years working with global cities all over the world, including being chairman of a lot of these long-term metropolitan governance and strategy boards. So I want to reflect a little bit on that. 2 years ago, myself and my colleague Tim Moonen wrote a book called World Cities and Nation States, which is a comparison of the relationship between the global cities and the national governments in 12 different countries. And the relationship between the two is very revealing. So I want to talk about 3 trends, if I may, in this regard. Firstly, I think it's very important to have a little reminder. Why do we have global cities? What is the cause of global cities? And it seems to me this is only understood with a kind of 50-year economic history of the world that's to do with the evolution and development of what we used to call the developing world, and then the emerging markets, and then the Asian tigers and everything else, where a global restructuring of the economy has been facilitated by technology, by connectivity and other things, leading to specialization in the nations that used to be the first industrial nations, and that specialization being in things like services, advanced products, production, culture, creativity, education, and health, and that leading to the global city phenomena, the concentration of those activities in the cities. And there are all sorts of causes and consequences of this phenomena that we are now trying to talk about in terms of a metropolitan governance challenge, but there are other domains in which these challenges play themselves out as well, and I want to talk a little bit about them. So the first trend I would observe is that we have both progress and also diversity in metropolitan governance arrangements. As you just heard, if you compare Grand Paris and the New York region, you see 2 models that are completely different in terms of how metropolitan governance is evolving. And if we talked about Tokyo and Seoul and Hong Kong and Singapore and Sao Paulo and Mexico City, you see other different versions as well. Faoud's comments at the beginning about the metropolitan governments with their strong governors in the Asian cities, particularly thinking, I suppose, about Seoul and Tokyo, and beginning to think now about Jakarta and Manila and Bangkok. This model of a strong metropolitan government, which has a very powerful set of relationships with transportation, land use, housing, technology, tourism promotion, is one kind of model. But we increasingly see many other kinds of diverse hybrids. So in the recent few years, we've seen the emergence of the Greater Sydney Commission in Sydney, in New South Wales, in Australia, a civic leadership group with responsibility for developing a metropolitan planning system. Or we see what's begun to happen in Santiago de Chile, which is the emergence of a regional prefecture into a kind of metropolitan governance apparatus. Or you see, for example, in South Africa, the consolidation of local governments into a strong city government, coupled with a provincial government that now has explicit metropolitan powers. I make this point not to confuse everyone in the room, but to state that we're in a phase of invention, diversification, heterogeneity. There's no one model of metropolitan governance, and all of them have advantages and disadvantages. The second part of this trend, it seems to me, is that we have some new geographies. Some of these metropolitan governance arrangements are for a metropolitan area, a built-up urban core. Some are for a metropolitan region, a labor market, a housing market, an infrastructure system. Some of them are now for a kind of mega region, the combination of a metropolitan region with perhaps other metropolitan areas or even satellite cities around them. And I've been tracking in the recent period the emergence of these mega regions, the 68 million person Greater Bay Area, or the Yangtze River Delta, or the combined Tokyo-Osaka region. This is a new kind of frontier in macro metropolitan governance.
And then the other part of this trend, it seems to me, is the recognition that metropolitan governance today has been very strong in the area of transport, land use, planning, the spatial and physical aspects of the metropolitan area, much weaker on population services, weaker until recently on climate change, not especially strong on economic restructuring, all of the things that matter for the inclusion agenda that Fouad was talking about have not typically been the competencies of metropolitan governance. And this has created a kind of challenge. So this is trend number one. Trend number two is very obvious to anybody in this room. It's the rise of anti-metropolitanism, right? We have seen, partly because of the economic process I described that produces the global city, you've also seen these same processes reducing the economic opportunities in the areas that are not the global city. So the economic restructuring that leads to the loss of manufacturing jobs from France, Germany, the UK, and elsewhere, America, Canada, Australia, into lower cost economies is coupled with the rise of specialization in services in the global cities, but job losses in the other territories. So this gives rise to a kind of anti-metropolitanism, which takes interesting forms. It's a different form in America from the form it takes in the UK. There's a different form of this in France. There's a different form of this happening in Australia and elsewhere. And so this is a very big challenge because it requires our metropolitan governance system not just to focus its attention on how to plan, shape, manage its territory, but also how to think about the relationships with the places that are otherwise left behind. And a big conversation is now happening there. A new governance imperative emerges from this challenge. And of course, national governments and their abilities to respond to this with intelligent industrial strategies, intelligent connectivity plans, intelligent labor market interventions. National governments are being exposed here, but in the public debate, the enemy is the global city. So it's very, very interesting. The third trend I would point to, just to complete a kind of comment here, is the rise of the interest of business, enterprise and financial institutions in the governance of the metropolitan area. So you just heard, of course, from Moses, the example of the Regional Plan Association of New York, businesses in a civic leadership role, taking a long-term view about the future of a region and becoming advocates for a set of policies and plans and interventions that are for the good of the whole region, not in the interests only of the businesses. This kind of interest of business in being a civic partner in metropolitan governance is not new, but it's growing very, very rapidly. So we see with organizations like London First and the Committee for Sydney, the Committee for Auckland, Pro Bogotá, Advantage Cape Town, a rise in business-led civic governance organizations for metropolitan areas. And there's no surprise in this really, because it seems to me that the cycle of technology development that we're in, which heralds the idea of the smart city or City 4.0 or the intelligent region, these technologies bring business and governance closer together because many of the inventions and the applications of these technologies come through partnerships with business. So as a consequence, I'm in the middle of writing a book about this now. As a consequence, we can observe some funny things. For example, only 50 countries in the world have an urban policy, but more than 100 companies now have an urban policy. So it's a kind of funny comparison because, of course, there's many more companies than countries, but it's easy now to go through a list of global corporations who have explicit city policies, particular cities they want to work with, cities that they see as a platform for innovation, cities that they observe as being partnerships in brand building and reputation building, or cities that they see as being places where
they offer a kind of microcosm for a global market. And if the company can invent and innovate in that city, it can do it for the world. So this, I think, is the third trend that makes this debate very interesting. Est-ce que vous analysez, vous décrivez les motivations de ces multinationales à agir au-delà de leur mandat social de base? Qu'est-ce qui les motive finalement? Un intérêt secondaire recherché ou un humanisme soudain et inattendu? Yes, there are. I do look at their motivations and their interests. Where is it coming from? Some of it, of course, you might describe purely as market building. Some of them are interested in urbanization as a creation of new markets. We estimate $100 trillion of investment required over the next 40 years if our city systems and urban infrastructures are to stay within the agreed limits of the Paris Agreement of less than 2 degrees of global warming. It costs $100 trillion. Where does the $100 trillion come from? Who wants to be part of that market? That's a big conversation amongst the global corporate world, how to be a relevant player in that. At the same time, the growth of stakeholder interest in the financial institutions of pension funds, insurance companies, sovereign wealth funds, and others is driving this new accelerated demand for impact investing, socially responsible investing, organizations that have an interest in long-term stability of the planet, and climate change in particular has become the driver for a new set of investment policies where you'll see these kinds of institutions deciding to take less immediate profit in order to invest in assets that they think will be more climate resilient because of the way that they invest in them. So you see, if you like, these are just two examples. There are other motivations, of course. Some of them are to do with historic territorial loyalties, companies that simply won't let a place that they were born die, or companies that have very particular interests in supporting the development of certain locations because they have other interests and around and about. But you see this market-making intention in relation to climate change and urbanization and what that requires, and you see this desire for impact investing, which is socially and environmentally responsible. Concernant la gouvernance publique, vous avez un regard très large. Est-ce qu'il vous a semblé qu'il y avait des modèles plus performants, si on peut parler comme ça, que d'autres, notamment en termes de nombre de strates? En France, on a un débat récurrent sur le nombre de strates, certains estimant qu'il y en a trop, parce qu'il y en a 5 à peu près en Île-de-France entre la commune et sans parler de l'Europe, entre la commune et l'État. Est-ce qu'il vous semble, vous, est-ce qu'il y a une tendance, est-ce qu'il y a un modèle, ou est-ce que, inévitablement, ces strates correspondent à des réalités de la gestion publique, finalement inévitables, malgré tout ce qu'on en dit parfois ici? So it's an excellent question, and I don't think there's a perfect answer. It seems to me that when you look at a metropolitan governance model and ask the question, does it work, you must simultaneously ask the question, does the national governance model work for the metropolitan area? It's so easy to identify within a metropolitan area what looks like a good governance arrangement. And a good governance arrangement, of course, is one that has the ability to coordinate and integrate multiple kinds of policy interventions to tackle the most difficult challenges that have already been discussed, to do with inequality, concentrations of poverty, adaptation to climate change, developing more resilience, economic diversification. These are all important policy goals. You can only achieve these kinds of goals by bringing together a lot of different kinds of public policy instruments in one place. And a metropolitan governance arrangement that enables you to bring those things together is generally seen to be good. But the problem is this, that, well, in fact, I think there are two issues. The first one is that we see a lot of good institutions doing slightly the wrong job
or doing that job in slightly the wrong geography. And so it's quite important that there's some flexibility for good institutions to move and to shape and to reorganize. And then secondly, as I was saying, the national level becomes very important. So for example, in Seoul and in Tokyo, you see very powerful metropolitan governance. But South Korea and Japan have many economic and social challenges as countries that metropolitan governance can't solve. They can only be solved at the level of national policies. Obviously, in Japan, the issue here is the demographic deficit, the first nation to be in the 5th cycle of the demographic transition model, the problems of high dependency ratios, low labor market participation. Metropolitan governance can't solve that. It can help it, but without the kinds of reforms that Japan is now doing happening, you can eventually see the seeds of decline. In Seoul, the problem, and South Korea, the problem is one of concentration. The South Korean government has tried for many years to develop alternative centers to Seoul. It's realized now that that's become impossible, so it has to develop an industrial strategy at the national level that really works in terms of other locations. These are just 2 examples. So no metropolitan governance arrangement works perfectly, and they tend to work better when national governments also play a role in tackling the problems that create some of these inequalities between the global city and the other areas. If you blame the global city rather than national government taking responsibility, you end up with a situation that's very constrained. Merci infiniment. Catherine Barbet, donc, vous êtes membre du directoire de la Société du Grand Paris, mais vous êtes aussi intervenante à l'école urbaine de Sciences Po, on dit. Et vous êtes observatrice très, très attentive de ce qui se passe au niveau des métropoles, que ce soit Berlin, Londres ou New York. Vous allez nous en parler. Vous allez nous parler d'articulation des échelles et de conditions qui sont les conditions des politiques inclusives. Oui, ce sera plus simple avec ce micro-là. Oui, je dirais que Greg Clark m'a enlevé en fait les premiers mots que je voulais avoir dans cette introduction. Je vais les reprendre néanmoins. Non, je vous en prie. Je crois vraiment qu'il n'y a pas de système idéal d'organisation de les gouvernances métropolitaines et que ces questions d'articulation des échelles entre l'échelle on va dire de la zone urbaine dense finalement, qui permet de parler d'une échelle métropolitaine sans en donner la superficie ou le mode de gouvernance, et puis l'échelle locale, l'échelle du quartier, on va dire, de l'îlot, des citoyens, eh bien ces questions sont fondamentales, et malheureusement, il n'y a pas de système idéal. Alors moi comment dirais-je, je peux témoigner de cela parce que je suis à la fois fonctionnaire de la ville de Paris depuis 40 ans maintenant. Je me suis occupée des relations d'urbanisme entre Paris et Berlin pendant 20 ans. Et puis, plus récemment, nous avons monté avec l'école urbaine de Sciences Po un programme de recherche sur le thème aménagement des quartiers de gare Paris, Londres, New York, ou plus exactement dans le Grand Paris, dans le Grand Londres et à New York City, qui nous a permis de rentrer très concrètement dans des dispositifs de comparaison du comment ils font, comment ça se passe, etc. Alors, la première conclusion brutale que je voudrais peut-être livrer tout de suite ici, c'est que finalement, on n'est pas si mauvais que ça dans le Grand Paris. Personnellement, j'ai même le sentiment qu'on est plutôt bon. Alors évidemment, ça va à l'encontre de ces lamentations permanentes sur il y a trop de degrés de gouvernance, il faut supprimer des échelons, et quand on dit 5, il y en a bien d'autres, puisqu'effectivement, comme le disait tout à l'heure Moses Gates pour la gestion des berges à New York, bah forcément, il y a aussi d'autres interlocuteurs au-delà des niveaux de collectivités territoriales qui interviennent, alors, par exemple Île-de-France Mobilité pour les transports ou d'autres structures moins importantes, mais qui ont leur mot à dire, par exemple sur la gestion des berges, etc. Donc en fait, on voit bien que c'est de toute façon très difficile d'organiser des gouvernances. Il n'y a pas de système idéal. L'important, c'est de voir quand même ce qu'on y fait et comment ça se passe. Et encore une fois, je trouve que dans le Grand Paris, c'est pas si mal que ça. Je vais essayer de
le brosser en quelques exemples un peu argumentés. Alors d'abord, si on veut avoir efficacité et proximité dans la gouvernance des métropoles, il me semble qu'il faut d'abord une volonté politique. Et une volonté politique qui soit à la fois nationale, c'est ce que vous venez de nous signaler, mais aussi locale. Et je dirais qu'en France, on a quand même la chance d'avoir dans un certain nombre de politiques territoriales des grandes constantes. La construction de logements sociaux, qui finalement est un phénomène qui a commencé au début du XXe siècle, qui est monté en puissance et qui ne redescend pas. Moses Gates nous disait qu'il y a 5% de logements sociaux à New York et c'est déjà bien. Dans le Grand Paris, il y en a 30% et finalement, il y en a 30%. La loi en a fait une obligation. Le gouvernement et ses représentants sur le terrain, le préfet y veille. Les PLU parfois l'imposent, notamment dans le PLU de Paris. Et l'un dans l'autre, on a donc une possibilité de maintenir des populations à revenus moyens ou faibles dans le territoire métropolitain. Alors, ce n'est pas parfait, on ne va pas y revenir évidemment, mais c'est déjà une constante. On a la politique de la ville, qui est un espèce de sous-produit de cette politique du logement, qui est aussi une constante depuis maintenant 40 ans, avec peut-être des hauts et des bas, mais globalement, il y a énormément d'argent public, de l'État largement, et pas seulement, mais avec une volonté de l'État ou des gouvernements successifs d'investir dans les quartiers les plus pauvres. Alors, ce n'est pas parfait là non plus, mais on sait que les habitants que les quartiers les plus pauvres sont des sas d'entrée dans le territoire métropolitain, et donc à ce titre, c'est bien une politique constante qui est déclinée à tous ces gestions gouvernantes. Plus récemment, ou plus exactement avec une disparition et un renouveau, la politique des transports publics dans le Grand Paris et plus exactement en Île-de-France, donc à une plus grande échelle, est aussi très importante aujourd'hui. Le Grand Paris Express en est évidemment la partie la plus visible, mais pas que. Il y a à la fois d'autres projets d'infrastructures nouvelles comme le prolongement des halls ou des prolongements de lignes de métro et beaucoup d'argent qui est investi dans des transports en commun lourds qui certes n'avaient peut-être pas été maintenus à un niveau de maintenance, mais qui, même pas maintenus aussi bien qu'ils auraient dû l'être, donnent quand même au Grand Paris et à la région Île-de-France un réseau de transport extraordinaire, comparé par exemple à New York, si je puis me permettre, y compris en termes de fonctionnement. Donc il me semble que la première condition pour que, en gros, une métropole soit bien gouvernée, c'est qu'il y ait une convergence, une constante des politiques nationales et une convergence entre ces politiques nationales et les échelons locaux qui les appliquent, quelle que soit cette organisation et quel que soit évidemment le niveau de ces échelons. Alors ça, c'est la première condition, si je puis dire. J'en ai 3 autres. La deuxième, quand même, c'est de ne pas simplement appliquer les politiques nationales aveuglément sans documenter le sujet territorial à un bon niveau. Là aussi, on a beaucoup de chance, il me semble, dans le Grand Paris. On a 2 agences d'urbanisme historiques. Elles ont été créées dans les années 60, que ce soit l'IAU, voilà, l'Institut, et puis l'Atelier parisien d'urbanisme, la PUR. Donc on a des structures qui ont une histoire de la documentation, une technicité de la documentation, à un niveau très très fin, qui permet aux acteurs locaux de leur demander, de les aider à décliner sur le territoire métropolitain ou sur le territoire communal ou dans les territoires intermédiaires, ces politiques dont je disais qu'elles font consensus en fait, que ce soit logement, logement social, transport, politique de la ville, etc. Et ça, c'est aussi une grande chance. Je ne dis pas qu'on l'a toujours bien utilisée. Je m'en suis aperçue quand je suis allée travailler à la Société du Grand Paris, il y a maintenant 10 ans de ça, où finalement le sujet des quartiers de gare n'était pas documenté, soyons clairs. L'État avait lancé ce projet du Grand Paris Express de manière très volontariste, mais sans chercher à voir si potentiellement il pouvait se démultiplier concrètement en construction, notamment de logements et de logements sociaux, mais pas que, de logements, de quartiers d'affaires supplémentaires. Donc c'est un travail qu'il a fallu documenter ex post. On l'a fait avec les services de l'État, Direction régionale de l'équipement et Atelier parisien d'urbanisme. Et on a pu du coup montrer, comment dirais-je, clarifier certains débats qui n'avaient pas été clarifiés. J'en prendrai 2. Est-ce qu'il y a du foncier pour construire auprès des gares ? Finalement, quand le projet du Grand Paris a été lancé, il y avait 2 points de vue différents. Certains disaient la première couronne est très densément construite, on ne peut rien faire, et d'autres disaient il y a plein de friches industrielles qu'on peut renouveler. Il fallait documenter ce sujet pour voir
finalement, où sont ces friches et où sont ces quartiers déjà très denses et peu mutables. C'est ce que nous avons fait. D'autres disaient, le métro du Grand Paris, c'est un métro de riches, il va desservir les quartiers d'affaires exclusivement. Et là aussi, on a pu, en documentant exactement, on a pu montrer que dans les 68 quartiers de gare du Grand Paris Express, il y avait 40 de ces quartiers qui étaient des quartiers en politique de la ville, donc qui hébergeaient des grands ensembles. Et donc on n'était pas du tout dans un métro de riches, mais qu'au contraire, on était dans un métro qui allait principalement pouvoir désenclaver les quartiers les plus pauvres du Grand Paris. Et vous, Donc, vous me disiez, Catherine, que certaines Pardon, grandes villes, non, je vous en prie, mais certaines grandes villes, on ne le sait pas, ne disposent absolument pas de ces données. Alors, il me semble que c'est une documentation qui est moins présente à Londres, enfin en tout cas d'expérience que j'ai eue, puisque j'ai eu la chance d'avoir été associé à la préfiguration du Grand Londres dans les années 98-2000 par Association of London Government qui préparait le London Plan. Moi, j'étais étonné de voir qu'effectivement le débat portait sur quelques patatoïdes et pas du tout sur des cartes à l'îlot ou à la parcelle, comme on les aime. Enfin, en tout cas, moi, je les aime. Berlin, par contre, avait quand même une histoire de documentation à Berlin-Ouest plus riche, mais pas aussi appuyée sur des institutions publiques comme chez nous. Et par contre, New York, je l'ai découvert il y a très longtemps avec la Regional Plan Association, dès les années 80, avait déjà cette tradition de documentation par un biais différent, associatif comme vous nous l'avez expliqué, mais quand même très riche. Et je dirais, de ce que j'ai lu de votre dernier document que vous nous aviez laissé après votre intervention à Sciences Po, plus pédagogique et plus punchy peut-être que nos agences d'urbanisme n'osent le faire parce qu'elles ont une gouvernance uniquement publique et pas privée. Donc vous osez challenger au-delà de documenter ce qui me semble effectivement important. Je vais peut-être être plus rapide sur les troisième et quatrième points. On a un peu de temps, continuez. Je vous en prie, on était à la deuxième condition, je crois. Voilà, alors j'en suis à la troisième. Juste pour dire que c'est bien d'avoir des politiques nationales, c'est bien d'avoir des gouvernances, quelles qu'elles soient, pour les appliquer sur le terrain, si c'est à la bonne échelle, et j'insiste, c'est vraiment l'échelle de la zone urbaine dense qui me semble la bonne échelle pour les politiques métropolitaines, ou la plupart d'entre elles en tout cas. Maintenant, il faut éviter de les appliquer de manière trop technocratique, et ça n'est que par un relais local proche des citoyens qu'on peut être sûr qu'on ne va pas, par exemple, refaire les erreurs qu'on a fait en construisant les grands ensembles dans les années 60, en mettant du logement social, là certes, mais par gros paquets très compacts qu'on a eu ensuite du mal à fusionner dans la ville. Donc là, ce relais local, il est indispensable. On a la chance de l'avoir avec un maillage communal extrêmement fin en dehors de Paris, intramuros, qui est le gros pavé, si je puis dire, au milieu du Grand Paris. Dans Paris intramuros, la loi, dans les années 80, a créé les conseils d'arrondissement et d'une certaine manière a démultiplié géographiquement cette gouvernance qui sinon est très centralisée sur un territoire certes petit de 105 km². Paris c'est tout petit comparé à toutes les grandes métropoles gigantesques que vous nous présentiez, mais c'est très peuplé, 2 millions d'habitants. Et donc je crois que ces relais citoyens sont très importants. Les études des étudiants de Sciences Po, de ce partenariat que j'évoquais tout à l'heure, nous ont montré que là aussi, on n'est plutôt pas mauvais, en fait, dans le Grand Paris, plutôt pas mauvais comparé aux exemples londoniens et new-yorkais en matière de concertation citoyenne. Alors certes, sur un sous-sujet qui est l'aménagement des quartiers de gare, mais quand même, l'aménagement, on va dire, pas mauvais, particulièrement par rapport à Londres, où les exemples du dernier rapport des étudiants de Sciences Po étaient absolument effrayants, je dois dire. Enfin, en tant que fonctionnaire local, en tout cas, je trouvais ça dramatique de monter des projets urbains, de les confier aux promoteurs et finalement de se désintéresser de ce que les habitants riverains pouvaient en penser. À New York, je crois que les choses sont assez différentes de ce que m'ont rapporté les étudiants, mais pas que. Il y a une concertation citoyenne, une longue tradition de concertation. Elle prend des biais différents. Elle n'est pas parfaite forcément comme les nôtres, mais au moins les politiques publiques sont confrontées à des relais locaux qui peuvent
expliquer pourquoi ils sont contre et éventuellement combattre d'ailleurs les projets, voire les freiner. Tout ça pour dire que là aussi, notre gouvernance politique est très proche des citoyens grâce à la permanence séculaire finalement de l'échelon communal, hein, ce sont les paroisses d'Ancien Régime, eh bien, elle conduit une concertation permanente, alors peut-être inconfortable parfois pour les maires, parce que très, très présente et multiforme, on va dire, mais qui est importante. Et puis pour finir, la quatrième condition pour que finalement on puisse concilier efficacité et proximité dans la gouvernance des métropoles, c'est cette échelle métropolitaine. Et on n'a pas assez parlé, je crois, de superficie dans les interventions précédentes. Ou plus exactement, quand vous en avez parlé, c'est pour nous dire, Monsieur Clark, qu'il y a des échelles très différentes, absolument. Moi, je pense quand même qu'il y a des choses à faire de même nature dans la zone urbaine dense, dans des zones où il y a des habitants côte à côte et des bureaux et où il faut offrir des services publics liés à cette densité, où il faut offrir des transports publics qui sont rentables dans ce type de densité, qui ne sont pas dans des zones très étalées et très peu habitées. Enfin bref, on a des problématiques qui sont propres aux zones urbaines denses. Et il me semble que c'est quand même pas un hasard, même si ces zones se développent, se concentrent, etc., si le Grand Berlin fait à peu près 800 km², ce qui est à peu près la taille de New York City, ce qui est à peu près la taille de la métropole du Grand Paris, et guère moins que la Greater London Authority qui fait, je crois, 1200 ou 1400 km². Donc on est quand même sur des échelles finalement très proches. Et il me semble que ce sont ces échelles-là qui nécessitent cette gouvernance métropolitaine dont j'ai essayé de donner un peu les critères. Je pense que les échelles régionales sont d'une autre nature. La région Île-de-France fait 12 000 km², donc on est vraiment sur des rapports de 1 à 10, de 1 à 12. C'est une gouvernance qui permet d'organiser certaines choses, les transports, les déplacements, peut-être même les voies rapides, ce serait bien aussi, me semble-t-il. Mais on n'est pas, en revanche, sur une gouvernance qui permet d'organiser à la fois la déconcentration des politiques nationales que j'évoquais, logement, social, politique de la vie, etc., et puis les services aux citoyens qui sont vraiment indispensables dans une métropole qui fonctionne bien. Merci infiniment. Jacqueline Bellhomme, vous êtes la maire de Malakoff, et du coup, vous allez aborder cette question de l'articulation des échelles à travers deux sujets qui vous tiennent particulièrement à cœur, et qui sont l'urgence climatique, la transition énergétique, et justement, Catherine Barbet en parlait, la concertation citoyenne. Oui, si merci vous voulez bien. pour cette invitation d'abord. Bonjour à toutes et à tous. Bon, alors évidemment, moi je suis maire d'une petite ville qui touche Paris, 30 000 habitants quand même, qui visera les 36 000 à l'horizon 2030. Et donc je suis le plus bas échelon de la hiérarchie institutionnelle qui gère évidemment les collectivités locales. Et pour autant, un échelon indispensable, incontournable, puisque nous développons, évidemment, comme toutes les villes, et nous déployons des politiques publiques de proximité, puisque la proximité fait partie de la thématique du débat. Et nous sommes effectivement, avec la mise en place de la métropole, en tension, il faut bien le reconnaître, dans cette construction métropolitaine issue de la loi NOTRe, que tout le monde connaît, la loi MAPTAM. Alors, nous, on a un peu le sentiment, c'est vrai, les maires, en tout cas, de subir un peu cette mise en route de la métropole qui se construit, hein, qui n'est pas achevée, on le sait bien. Et pour autant, pour nous, la métropole du Grand Paris, en tout cas pour les maires de ma sensibilité politique, mais pas que, parce que c'est un peu transpartisan tout ça, on pense quand même que la métropole du Grand Paris porte en elle un inachèvement réel, clair, qui grippe les rouages entre les échelons. Alors, il y a plusieurs problématiques. Il y a la première, c'est les établissements publics territoriaux, qui sont, je pense, à mi-chemin entre des syndicats et des communautés d'agglos, des choses qui ont des difficultés, évidemment, en termes de
question de circuit décisionnel. Ça, on a un vrai souci. Donc, je reviendrai tout à l'heure, effectivement, sur les politiques de développement durable. Mais aussi, en termes d'aménagement, ça nous pose aussi problème pour nous, les communes. Ensuite, on a un deuxième, à mon avis, inachèvement, mais qu'il va bien falloir un jour qu'on travaille beaucoup plus de manière poussée si on veut y arriver à avancer. C'est le rapport entre la métropole et la région, vous venez d'en parler, qui n'est pas totalement clarifié pour nous, en tous les cas. Et alors, sans appeler forcément nécessairement une fusion, c'est pas là le propos, mais la superposition en termes de territoire géographique et de compétences, c'est une réelle difficulté parce que c'est carrément pas lisible à plein de niveaux et beaucoup moins pour la population qui ne comprend plus rien à ce qui se passe entre la région et la métropole. Et puis la dernière, c'est un petit détail, mais quand même, c'est important, c'est la fiscalité. Parce qu'on parle de gouvernance, c'est important, mais la fiscalité aussi. Comment vit la métropole, avec quelles ressources? Pour l'instant, c'est avec les nôtres quand même, hein, parce que tout ça, c'est bien joli. Mais nous, on fait des dossiers aujourd'hui qu'on envoie à la métropole pour toucher des sous, mais enfin, c'est quand même notre pognon qui part là, qui revient là, et ça alourdit. Ça technocratise, ça administratise, je ne sais pas si c'est les circuits, et ça prend beaucoup de temps et de l'énergie. Et pour les villes, c'est assez compliqué. Donc il faudra bien aussi à un moment donné qu'on s'appuie sur qu'on s'attaque à ce problème. Alors évidemment, l'inachèvement sur les territoires, en tout cas pour les établissements publics territoriaux, il pose un problème parce que c'est des périmètres qui ont été imposés par l'État, il faut le rappeler quand même, ce n'est pas des volontés politiques des maires de se regrouper comme ça l'était pour les agglos. Alors les agglos qui étaient préexistantes à la métropole comme GPSO ou comme la pleine commune ou comme Paris, n'ont pas les mêmes difficultés que des territoires comme les nôtres, où moi je suis passée d'une agglo à 4 villes avec une volonté des maires d'avoir des projets politiques ensemble, à un territoire de 11 villes, de 400 000 habitants, un mariage forcé, avec des bassins de vie qui correspondent à rien, je le dis complètement. Nous, on se retrouve mariés avec Antony, qui est une charmante ville des Hauts-de-Seine, il n'y a pas de souci, j'ai rien contre Antony. Bon, enfin, nous, notre bassin de vie, c'est Paris 14e, vous voyez. Donc, en plus, des mariages forcés. Donc, forcément, comme dans tout mariage forcé, eh bien, soit on s'habitue et on trouve des compromis, soit ça finit par clasher et on a des divorces. Bon, on ne souhaite pas aller au-delà, puisque nous, c'est l'intérêt des populations qui nous anime avant tout. Et moi, je suis une mère assidue des instances de la métropole. Je vous le dis parce que j'ai bien conscience qu'il y a un enjeu important. Il ne faut surtout pas déserter ces instances, mais c'est quand même compliqué, quoi. Et les projets communs, du coup, de territoire qui font sens pour la population, pour les maires, sont difficiles aujourd'hui à monter, il faut bien se le dire. Et donc, on a quand même ces tensions un peu permanentes. Alors, le dernier inachèvement que je voudrais un peu relever avant de passer au développement durable, c'est évidemment l'inachèvement démocratique. On a un vrai problème, effectivement, sur la légitimité démocratique, puisqu'aujourd'hui, les élections, il n'y a pas d'élection conseil métropolitain, d'accord ? Donc ce ne sont que des représentations des maires. Et puis, il y a une disproportion aussi, évidemment, entre des petites villes comme la mienne, où donc, je suis la seule assiégée à la métropole, et puis une ville comme Paris qui a 31 représentants. Donc, vous voyez, il y a des choses comme ça. Alors, un maire, une voix, très bien, mais enfin, Paris, ils sont 31. Donc, on a le sentiment, des fois, d'être un peu noyé dans la masse, même si on entretient des bons rapports avec Paris, ça n'a pas de problème, mais il y a quand même des questions d'équilibre à peser. Alors, évidemment, nous, au final, on a le sentiment quand même, avec cet éloignement, et la population aussi, c'est que on a des transferts de compétences qui se sont faits de manière obligatoire, hein, autoritaire, il faut le dire, qu'on ne partage pas. Hein. Dessaisir les maires de l'aménagement de leur ville, c'est quand même pas anodin. Donc on décide de moins en moins, mais on est quand même responsable de plus en plus. C'est-à-dire que pour se faire enguirlander par les gens, les maires, les gens, ils vont voir qui? Ils vont voir le maire parce que c'est le seul élu un peu visible dont ils comprennent vraiment le sens. Donc ça pose aussi une question à ce niveau-là. Alors, sur les questions environnementales et écologiques, alors moi, je fais partie de ces maires qui pensent que le développement durable, l'environnement, c'est vraiment un fait métropolitain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas régler tout seul dans sa commune, même si on peut agir local pour agir global. Ça, hein. On ne peut pas agir tout seul. Il faut qu'il y ait une cohérence, évidemment, à l'échelle métropolitaine, régionale, si ce n'est évidemment nationale. Mais enfin, je vais prendre deux exemples. Je vais vous prendre l'exemple
très parisien de la zone à faible émission. Voilà. Et puis la construction des plans climat-énergie métropolitains et territoriaux et toutes les contradictions qu'on peut avoir. Moi, en tant que maire de Malakoff, j'ai voté tout de suite la ZFE, la zone à faible émission. D'autres maires de gauche de ma sensibilité ne l'ont pas voté. Et pourtant, on partage quand même la même vision, on va dire largement, en termes des nécessités d'agir, notamment en termes de politique, d'enjeux de santé publique. Alors, les maires qui ont refusé de l'appliquer, il y a plusieurs raisons. Il y a celle qui met en avant les contradictions, c'est-à-dire, on va développer les voyages en avion, voilà, et on va interdire dans nos villes des gens qui n'ont pas les moyens de prendre l'avion, de prendre leur voiture pour aller se balader un peu parce qu'ils ont des vieilles bagnoles. Voilà, c'est ça. En gros, on va encore créer des inégalités et on s'attaque aux personnes qui socialement n'ont pas les moyens de changer de voiture. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Donc, ils remettent en cause le manque de cohérence et ils remettent aussi en cause l'exclusion donc de certaines des populations, ce qui est vrai. Hein. Donc, dans ce même espace géographique, les enjeux environnementaux sont pourtant similaires et pourtant, ils ne s'articulent pas du tout aux réalités sociales des villes. Et ça, on n'arrive pas à le traiter. Voilà. On n'arrive pas à le traiter parce que moi, dans mon territoire, politiquement, on n'est pas d'accord. Voilà. Et quand on est d'accord politiquement, on n'a pas les mêmes préoccupations par rapport à nos populations avec les différences sociales. Donc c'est un vrai sujet. Donc comment la métropole, aujourd'hui, peut régler ce problème politique ? Donc ça, c'est une question où le débat n'est pas tranché. Il n'est pas tranché parce que nous n'avons pas abordé ce débat sur un champ politique. Voilà. On l'a abordé sur des questions techniques. On va donner des aides pour acheter des bagnoles, des voitures électriques. On va aider les commerçants. Mais la base politique de la question n'a pas été réglée au sein de la métropole. En tout cas, c'est mon avis. Et puis, deuxième exemple, nous avons un plan climat-énergie métropolitain qui a été voté, qui est très ambitieux, il faut le reconnaître, mais qui a du mal à se décliner, du coup, dans les plans métropolitains territoriaux, parce qu'on est confronté aux mêmes choses. Moi, sur mon territoire, j'ai un mal fou à faire entendre qu'il faut aborder la question du diesel dans le plan territorial. Comment on fait en sorte de supprimer les voitures, diesel qui polluent, comment on fait en sorte d'appuyer et de faire en sorte que les constructeurs de voitures déjà ne construisent plus de voitures diesel. Donc ça, c'est un vrai sujet aussi qu'on n'a pas réglé, même au niveau national, puisque l'État ne s'est toujours pas prononcé pour interdire la construction de bagnoles qui polluent. Enfin, et donc, on va demander au territoire de mettre en place des projets ambitieux pour éviter la pollution. Donc, on est vraiment sur nos territoires des contradictions parce que politiquement, on n'a pas géré la question. On n'est pas d'accord. Enfin, moi, je vous le dis, on est 11 villes. Tous les maires n'ont pas conscience de la même urgence à régler le problème de l'urgence climatique. Voilà, moi j'ai encore des maires qui disent non mais bon ça, la pollution, on a fait beaucoup de progrès, maintenant on mesure très très bien la qualité de l'air, c'est faux de dire que la pollution entraîne autant de morts, enfin on a quand même des études scientifiques, mais on a des climato-sceptiques donc qui nous plombent dans notre avancée, et puis on n'a pas tous le même sentiment et la même ambition dans l'urgence à agir. Moi je pense qu'on n'a pas 10 ans, qu'on n'a pas 20 ans pour régler ces questions-là, et ben, sur mon territoire, il y a des maires qui pensent que si. Et donc, du coup, on va finir par avoir un plan climat territorial, je dirais, on va accoucher d'une souris et il va répondre quand même à quelques critères du plan métropolitain parce que c'est obligatoire, mais ce sera loin, loin de l'ambition que moi je porte en tant que vice-présidente au développement durable de mon territoire parce que l'ensemble des maires n'est pas d'accord. Donc voilà, et je crois que si ce n'est pas réglé à l'échelle métropolitaine, on va pas y arriver. Donc, j'arrête là-dessus parce que j'ai déjà été trop longue, mais quand même, j'entends beaucoup de choses, New York. Évidemment, c'est très intéressant de comparer ce qui se passe
ailleurs pour voir comment on avance. Moi, je crois que la dimension qui manque beaucoup aussi dans notre métropole, alors c'est un peu contradictoire ce que vous dites, parce que vous dites que la dimension citoyenne est très présente. Moi, je ne la sens pas tant que ça. Voilà, nous, tout le débat citoyen qu'on a eu sur la métropole, c'est la ville de Malakoff qui les a organisés. On a eu un quart qui est venu présenter des choses, mais c'est très très compliqué, c'est très éloigné des citoyens. Et moi, quand on parle de métropole sur ma ville, on parle d'une métropole solidaire, on aspire à une métropole solidaire, une métropole qui réduise les inégalités, une métropole qui fasse sens pour les gens. Et ça, c'est un petit peu compliqué parce que moi, ce que j'entends beaucoup à la métropole, c'est l'attractivité, la compétitivité, voyez tout ça. On a du mal à se dire comment on va en finir avec l'exclusion quand on met en avant de manière aussi prégnante ces thématiques, parce que pour moi, c'est quand même générateur d'exclusion, la compétition et évidemment, le problème de la non-inclusion des gens, elle est encore prégnante. Vous parlez, l'exemple du logement est très important. New York fait 5%. Nous, effectivement, on a des quotas. On a même une loi. Et pour autant, moi, si je prends mon département, les Hauts-de-Seine, on a des villes à 65% de logements sociaux, des villes à 40% comme la mienne, et puis on a des villes à 3 quand même. Hein. Et donc des villes à 3 qui souhaitent le rester et qui préfèrent payer des pénalités plutôt que de rétablir une égalité entre les villes. Et on voit bien toute la discussion qu'on a eue autour du plan local de l'habitat et de l'hébergement, et je prends la part de l'hébergement aussi d'urgence en métropole. Eh bien ça, on a repoussé ça après les élections municipales parce qu'on a bien vu qu'il y avait des enjeux électoraux et que tout le monde n'a pas la même vision de ce qu'est la solidarité et l'égalité. Et si dans les Hauts-de-Seine, je vous disais que la solidarité, c'est quand même la chose à moins bien partagée entre les maires, je pense que certains dans cette salle comprendront ce que je veux dire. Voilà. Avant que je passe là, on veut vous applaudir, on peut applaudir Madame Bellhomme. Ne vous privez surtout pas. Et vous avez dit à plusieurs reprises que les problèmes politiques, finalement, n'étaient pas réglés par la métropole, qui abordait la question sous l'angle technique. Quel regard portez-vous sur la question de savoir comment on va élire à la fois le président, les délégués métropolitains et les délégués territoriaux lors des prochaines élections, puisque c'est un sujet qui agite un peu le landerneau des élus. Vous avez des convictions, vous, là-dessus, pour favoriser l'émergence d'un débat politique sur les questions ? Oui, alors c'est un sujet qui nous agite, mais en même temps, c'est pas réglé. Et je pense que pour les prochaines échéances, sauf si j'ai raté quelque chose, ça ne le sera pas. Donc moi, je pense qu'il y a quand même des élections des conseillers métropolitains à mettre en place. Moi, je suis pour un fléchage, voilà, comme on le fait pour les territoires. Je pense que les communes restent détenteurs de la légitimité démocratique, mais elles se voient dépossédées d'outils de décision. Et moi, je suis un peu sur la même lignée que mon collègue Philippe Laurent, qui est le maire de Sceaux, que tout le monde connaît bien. Et moi, je milite pour une élection des délégués métropolitains au suffrage universel, direct par fléchage. Très bien. Parfait. Bien, écoutez, merci à tous. Est-ce qu'il y a à ce stade avant que je demande à chacun d'entre vous de conclure en 2 minutes en répondant à la question de la table ronde, comment concilier efficacité et proximité dans la gouvernance des métropoles, y a-t-il dans la salle des questions, des demandes de prise de parole ? N'hésitez pas, ne vous battez pas non plus. Non ? Eh bien, ça nous laissera la... Oui, madame, je vous en prie. Alors, je sais pas, je crois qu'il y a possibilité qu'un micro circule. Voilà, c'est ça, et il arrive. Un micro arrive. J'aurais aimé connaître où on pourrait se procurer ce fameux plan climat-énergie métropolitain. Parce que, bon, je suis dans un parti, on prépare les élections municipales, on est très sensibilisé sur les questions d'urbanisme et bien sûr de climat dans ma commune à Asnières. Monsieur Gomard, qui est là, qui représente la métropole, va vous répondre tout de suite. Il ne représente plus la métropole ? Pardon. Et on va vous répondre. Merci. Alors, il y a plusieurs... alors déjà, vous avez un maire qui siège à la métropole, normalement. D'accord ? Donc lui, il l'a. Donc déjà, non mais ça montre bien quand même, je pense que c'est... Donc vous pouvez le demander à votre maire, il doit l'avoir sans problème. Et sinon, vous pouvez ça sur le site... sur Internet. Oui. Mais sur le site de la métropole, il y est. Enfin, je vois Daniel Daniel Voyer qui est là, il est accessible sur les réseaux classiques, donc il est sur le site de la métropole. Voilà. C'est une somme assez importante, hein, assez imposante. Il y a aussi une synthèse, je vous le dis, voilà. parce que... Je vous conseille plutôt la synthèse. Parce que le plan lui-même est très, 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 très lourd. Y a-t-il d'autres questions ? Je donne Monsieur Breuiller.
Daniel Breuiller, donc vice-président de la métropole, ancien maire d'Arcueil. Vous avez la parole. C'est plutôt une remarque. Quand on traite des échelles, enfin, moi je partage tout ce qui est dit sur la nécessité d'articuler, mais quand on traite des différentes échelles et de l'enjeu de l'inclusion, on ne peut pas ignorer la question de l'argent, de la recette fiscale qui vient à chaque niveau. Le 93 perçoit en gros 400 millions de droits de mutation, le Val-de-Marne 800, les Hauts-de-Seine 1,2 milliard et Paris 1,3 milliard ou quelque chose, un peu plus. Et avec ça, on se dit on va faire de l'inclusion. Et donc peut-être que le débat sur les institutions doit aussi se poser la question de la façon dont la richesse produite sur ce périmètre métropolitain est redistribuée à l'ensemble du périmètre métropolitain. Voilà, donc moi je souhaite vraiment qu'on regarde de près la CVAE, les droits de mutation, la CFE, toutes ces recettes, et qu'on se demande au fond, si on veut de l'équité territoriale et de l'inclusion sociale, s'il n'y a pas quand même quelque chose à regarder du côté financier et pas seulement du côté institutionnel. Quelqu'un veut répondre, Madame Bellhomme? Monsieur Braouzek, ça vous intéresse ces questions financières, j'imagine? Et puis vous direz votre mot de conclusion si vous voulez bien en même temps. On va... Oui, le débat il est ouvert depuis un certain temps et la question est posée et il faudra trouver sans doute les réponses. Je ne suis pas certain d'ailleurs que ce soit simplement au travers des droits de mutation qu'évoquait Daniel Breuiller, même si c'est un élément important. Non, je voudrais, puisque vous m'invitez à une conclusion, à une réaction peut-être par rapport à tout ce qui a été dit autour de cette table. La première, c'est qu'il n'y a effectivement sans doute aucun modèle de bonne gouvernance métropolitaine et que c'est peut-être d'ailleurs pour nous au niveau de la métropole du Grand Paris un défi à relever d'essayer finalement de promouvoir quelque chose qui pourrait bien articuler les enjeux, les défis auxquels on est confronté, qu'ils soient climatiques, sociaux, sociétaux, etc. La deuxième remarque, c'est par rapport à ce que disait Catherine Barbet. Est-ce que l'objectif, c'est vraiment de supprimer une strate? Voilà. On est arc-bouté sur cette question des 5 niveaux. À partir du moment où ça fonctionne, à partir du moment où pour le citoyen la lisibilité de qui fait quoi est claire, moi le fait de vouloir à tout prix supprimer une strate, ça devient presque idéologique. La troisième remarque, c'est sur les défis métropolitains et en lien avec le reste des territoires. Vous l'avez évoqué, il y a aujourd'hui quand même de plus en plus un rejet des métropoles. Ce qui s'est passé en France autour des Gilets jaunes était pour une part l'expression de ce sentiment d'être laissé pour compte, de ne pas appartenir à un territoire qui compte, d'être dans des lieux déqualifiés. Et à partir du moment où le lieu lui-même est déqualifié, la personne qui vit dedans l'est aussi. Donc la question de l'articulation entre les métropoles et le périurbain, le rural, est une des questions et un des défis qu'on doit relever. Et en ce titre, la façon dont on gouverne la métropole n'est pas neutre. Je trouve qu'on a tendance... Alors d'abord, il y a des métropoles aujourd'hui qui s'interrogent sur leur devenir, y compris par rapport aux aspects d'attractivité touristique. Je rappelle qu'il y a un certain nombre de métropoles qui ont fait un texte, une déclaration sur les questions de logement abordable, sur l'antispéculation et sur le fait qu'elles deviennent des lieux pour les touristes. La ville ne fonctionne plus pour les gens qui y habitent, mais pour les touristes qui y viennent. La deuxième chose sur cette façon de gouverner, c'est à partir de quel regard, à partir d'où on regarde le fonctionnement des métropoles. Est-ce que c'est à partir des centres qui sont effectivement des centres touristiques, attractifs, etc.,
ou est-ce que c'est à partir des lieux les plus en difficulté, les plus pauvres, et sur lesquels on doit construire une autre métropole? Ce n'est pas neutre, ça. Et enfin, la dernière remarque par rapport à ce que vous disiez aussi sur comment construire la ville de demain avec les questions financières qui se posent, etc. Moi, je reste convaincu, pour rien vous cacher, c'est une maire de Mauritanie qui avait exprimé cette idée lors d'une séance au sein des Nations Unies à New York, où on avait travaillé dans le cadre de cités et gouvernements locaux unis pour préparer Habitat 3. Et cette maire disait qu'elle était favorable au PPPP, 4P, au partenariat public-privé-population. Moi, j'en rajoute un, c'est projet, c'est PPPPP, donc projet partenarial privé-public-population. Avec cette idée que si on ne le fait pas, si on ne met pas les entreprises et qu'on les responsabilise par rapport à tous les enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux, climatiques, etc., dans le monde entier, on va avoir deux villes. On aura la ville pour les riches, de plus en plus ségrégée, de plus en plus exclusive, et de l'autre, des quartiers de ville publics qui n'auront pas les moyens de développer des politiques à la hauteur des demandes et des besoins des populations. Donc c'est un vrai défi qu'on a là, savoir comment on travaille sous la responsabilité de la puissance publique. Et il faudra encore qu'elle redevienne puissance, parce que j'ai l'impression qu'on est plutôt aujourd'hui dans l'impuissance publique, de façon à ce que nos villes se développent et deviennent des vrais lieux de vie pour tout le monde. Dernière chose, j'en finirai là, l'articulation entre politique nationale et politique métropolitaine est une vraie question. Excusez-moi de prendre cet exemple-là, mais je viens de repasser à proximité en venant ici. Quand on voit les campements qu'il y a aujourd'hui entre la porte de la Villette et la porte de Clignancourt, une remarque, ce n'est pas entre la porte de Passy et la porte de la Muette. Hein. Alors que je trouve qu'il y a des espaces verts bien plus importants qui permettraient le camping d'une manière beaucoup plus confortable. On a des responsabilités par rapport à ces gens, ces réfugiés qui sont ici dans notre pays. On ne les tient pas. C'est une politique nationale qui n'est pas menée à bien et qui a des conséquences à l'intérieur de cette métropole assez dramatiques et auxquelles les élus locaux sont confrontés d'une manière sur lesquelles ils n'ont aucun moyen finalement de les régler et qui met encore en question la façon dont aujourd'hui les politiques migratoires peuvent avoir des incidences aussi graves sur nos politiques locales. On est assez éloigné de la gouvernance métropolitaine, mais je pense qu'on est aussi au cœur d'un vrai sujet que vous évoquiez entre l'articulation entre les politiques nationales et les politiques métropolitaines. On est au cœur du sujet. Monsieur, vous vouliez poser une question, et je demanderai chacun vraiment de dire un mot, mais d'une phrase finalement, pour conclure, parce que comme ça, nous resterons dans les délais. Monsieur, je vous en prie, posez votre question. Je suis magistrat financier. C'est une question peut-être à nos interlocuteurs internationaux, en tout cas à ceux qui ont une vision comparative de l'évolution des grandes métropoles à travers le monde. Est-ce que sur 10 ans, sur 20 ans peut-être, sur 30 ans pourquoi pas, est-ce qu'ils voient les grandes métropoles évoluer de façon différentes, à des rythmes différents et avec une aptitude, disons, de plus en plus forte à régler les problèmes des métropoles, donc le développement durable, le transport, le logement. Et est-ce que dans cette évolution-là, Paris et le Grand Paris évoluent plutôt vite, plutôt bien ou plutôt de façon lente, pépère, etc. Monsieur Clark, pouvez-vous classer la vitesse d'évolution comparée des métropoles mondiales et donner une note à Paris? So there's two questions in the question, and I think Moses will pick them both up as well.
The short answer to the first question is that I believe these cities will continue to grow. All of the United Nations demographers, the OECD analysis suggests they will. Whether they grow well or less well, whether their urbanization and their metropolitanization is effective or ineffective is the question. And I think that if they can prove that good metropolitan governance does what it promises to do, it reduces poverty and increases social mobility. It increases the productivity of companies through interaction. It reduces carbon emissions through efficient systems and through concentration effects. It increases trade. If the promise of the century of urbanization is realized through good governance, they will grow very fast and very far, and we will have, 50 cities of more than 20 million. Thank you. But if they don't do so well, if they don't do this well, we will see a lot of alternative models develop, and one of those that will develop in parallel with this is the idea of the distributed, polycentric macro region. And I see this emerging very quickly. Personally, I'm very optimistic about the Paris region and about Grand Paris. I think that what you have done, despite your concerns about governance fragmentation, which are real, to the Anglo-Saxon eye, 5 tiers of government looks like 2 tiers too many, but you're building institutions that seem to work. And for me, it's about aligning institutional competence with financial innovation. If you can do those two things, even with 5 levels of governance, you can do some very important things. Thank you very much. Moses Gates, what do you think about this excellent question? I would ask what kind of growth, because there's a bifurcation in the kind of growth of large cities. You have physical growth and then you have demographic growth. And what's happening is demographic growth is leveling off in New York City, and I think lots of the older, more developed cities. Physical growth, however, is continuing because there's a disconnect. Families are growing smaller, but the space they use is growing larger. As cities grow richer, rich people use much more resources per capita in terms of space, their expectations of personal space and how large their living space is, in terms of energy especially. They use much more. They use much more private transportation rather than public transportation. So you have more cars or more personalized transport and less people using public transport. So it's that disconnect, I feel like, between demographic growth and the physical growth of the city that's happening because of the aging of the population, the smaller family sizes, and the income inequality. And I would say that in terms of the governance and the governance structures, New York, it was interesting to hear that we do a lot of public engagement well from many of the panelists. That's something that was a little bit of a surprise to me. Oftentimes in the New York region, public engagement is taken as one step you have to do in the process, and you go and people yell at you and you say, sorry, we have to do it this way, and you check the box and on you go. It's the idea that it's a transparency function, not necessarily a decision-making function. And many of the best and most efficient city agencies around the world are the ones with a very specific task that has to interact with the public the least amount as possible. In New York, it's the water and sewer department. As long as water comes out when you turn your tap, everybody is happy. Nobody sees it. They don't interact with the public. In Paris, I would argue it's the Inspection Générale du Carrière, in charge of stabilizing the quarries, never has to interact with the public. As long as the city doesn't fall into the ground, everybody is happy. So I'm sorry, I'm a little bit of a cataphile, so I have to get that in. But it's those kind of agencies that are hopefully show that tension between engagement and non-engagement and what it might bring. Merci beaucoup. On a 6 minutes de retard.
D'un mot, Fouad, et les autres, d'un mot de conclusion, s'il vous plaît. Enfin, ce n'est pas tout à fait une conclusion, mais je voudrais dire qu'il ne faudrait pas qu'on se quitte à cette table ronde sans avoir une pensée également à des territoires dont on n'a pas parlé. Je parle des 5 millions d'habitants de la Grande Couronne, je parle des habitants à la fois des zones denses de la Grande Couronne, en quoi Grigny, Évry, Corbeil, Saint-Quentin-Yvelines, Marne-la-Vallée, Cergy, Sarcelles, etc., ne seraient pas denses. Donc il faut quand même les prendre en considération. Et deuxièmement, dans la recherche d'un nouveau modèle de développement tourné sur la transition énergétique, la réalité métropolitaine, les politiques métropolitaines à conduire doivent également inclure les forêts, l'agriculture, le réseau hydrologique, etc. Donc cette intégration globale des choses, je pense qu'il faut la faire. Alors que les maires soient aux commandes pour dire ce qu'il convient pour leur territoire dans la construction métropolitaine, c'est une évidence. C'est une évidence. Cela étant, il faut se résoudre au fait que tout comme l'État n'est pas si proche des citoyens, il faut se résoudre probablement au fait que le pouvoir métropolitain ne puisse pas, lui, être l'interlocuteur direct. C'est les maires qui sont les interlocuteurs. Donc cette discussion, je pense, pourra être utile. Mais en tout cas, la Grande Couronne, ce n'est pas encore nos gilets jaunes, mais il faut y prêter attention. Merci infiniment. Jacqueline Bellhomme, d'un mot. Ouais, on ne pourra pas préserver uniquement les maires juste pour discuter avec les habitants, ça ne se passera pas comme ça. Donc moi, d'un mot, d'une phrase, l'attractivité d'un territoire, moi je la vois plutôt, donc d'une métropole pour moi, hein, je la vois plutôt du côté, enfin la chercher du côté du mieux-être général, je l'ai dit tout à l'heure, de l'inclusion sociale et des politiques fortes dans ce domaine et dans une forme d'économie circulaire, du bien vivre ensemble et pas du côté de la concurrence. Moi je suis plus pour la coopération que pour la concurrence et ce sera mon mot de fin. Merci. Et c'est à vous, Catherine, qu'il revient de conclure. Non, juste d'un mot, je crois que même si la métropole du Grand Paris et le débat métropolitain sont bien avancés, il y a quand même encore un sujet qui est devant nous, effectivement, c'est la mutualisation de la richesse métropolitaine. Et je crois que c'est ressorti de toutes les interventions. Ça veut dire qu'on attend l'État au rendez-vous parce que la mutualisation de la richesse, c'est aussi aux législateurs d'en décider, d'en voter les termes. Et de la même manière, je souscrirais à ce que disait Patrick, on attend l'État aussi sur 2 ou 3 autres sujets. Le sujet effectivement des réfugiés ou des populations en errance dans la métropole. Quand les politiques de l'État ne sont pas claires, les acteurs métropolitains et encore plus les acteurs locaux ont du mal à les appliquer. Et Madame Bellhomme le disait très bien aussi sur les questions environnementales, où là, les politiques nationales ne sont pas non plus d'une grande clarté. Et du coup, il est d'autant plus difficile d'avoir un plan métropolitain et des actions locales qui soient consensuelles et qui puissent dégager des lignes sur des sujets vraiment importants. Merci infiniment et je crois qu'on peut tous vous applaudir.